Bonjour tout le monde. Ces derniers jours, la question palestinienne a de nouveau été portée à l'Assemblée générale des Nations unies. Au-delà des débats politiques, c'est le droit international lui-même qui semble fragilisé. Quels sont les enjeux et les risques pour la réunion prévue pour le 25 septembre? Pour discuter et comprendre, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir professeur Raphaël Mison. Merci beaucoup, camarade professeur Raphaël Mison, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Abdeljalil. Merci beaucoup. Professeur, j'aimerais bien commencer avec vous concernant la conférence de New York prévue, qui est passée le 25 juillet 2025. Qu'a-t-elle proposé aux États pour l'Assemblée générale prévue pour septembre 2025, presque dans quelques jours? Alors, si vous le permettez, Abdeljalil, avant d'évoquer cette conférence de New York, sur laquelle j'ai essayé d'écrire un petit article pour Orient 21, donc qui est disponible en ligne pour ceux qui voudraient avoir plus de détails que ce que je pourrais relater aujourd'hui. On va mettre le lien pour... Oui. D'accord, donc je remercie encore Orient 21 qui me permet d'écrire librement. Mais avant d'évoquer ces événements diplomatiques, je voudrais quand même rappeler que le génocide conduit par Israël à Gaza n'a fait que s'aggraver pendant l'été. L'ONU a déclaré l'état de famine. On sait que Israël empêche l'aide humanitaire depuis qu'Israël a violé le cessez-le-feu en mars 2025. Nous avons chaque jour entre 50 et 100 morts, soit des morts de famine, soit des morts liées aux offensives israéliennes, notamment sur les personnes qui cherchent à récupérer de l'aide, de la nourriture ou de l'eau. Donc, je dirais qu'il faut évidemment situer ce contexte, c'est-à-dire la longue torture du peuple palestinien de Gaza qui se prolonge sous les yeux de tous. C'est une profonde indignité et je dirais que c'est même un scandale absolu. Alors, on sait que le Conseil de sécurité est bloqué par les États-Unis, mais on pourrait attendre de l'Assemblée générale qu'elle prenne une résolution visant à forcer ce blocus sur Gaza, puisque les États, on le sait, n'ont pas pris les sanctions qui étaient attendues d'eux en présence d'un génocide. On sait que nombre d'alliés d'Israël participent en réalité au génocide par leur soutien militaire, je pense évidemment aux États-Unis, mais également à l'Allemagne, par la surveillance de Gaza. Et là, on a des éléments qui ont été rapportés par le journaliste Matt Kennard sur la surveillance par le Royaume-Uni du territoire de Gaza. Donc, à ce jour, dès lors que le peuple palestinien de Gaza risque de disparaître, il faut penser, les États devraient réfléchir à la manière dont ils peuvent forcer le blocus de Gaza pour mettre un terme au génocide. Et c'est ça qui devrait être à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale aura le pouvoir de prendre une telle résolution. Car forcer le blocus de Gaza, les citoyens s'y emploient, on a une flottille, une série de bateaux qui viennent de partir, mais évidemment, ça ne suffira pas à forcer ce blocus. Donc voilà le contexte tragique, catastrophique, gravissime dans lequel se sont déroulés ces événements diplomatiques de l'été 2025 à New York. Donc, pour répondre à votre question maintenant, Abdeljalil, qu'est-ce que cette conférence de New York qui a été organisée à la fin du mois de juillet 2025 et qu'est-ce qu'elle a proposé? Alors, cette conférence de New York, c'est une conférence qui a été convoquée à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est une résolution de décembre 2024. Et c'est une conférence internationale qui a rassemblé 150 États et qui était co-présidée par l'Arabie saoudite et par la France. Donc elle a rassemblé 150 États à New York fin juillet 2025, sous la présidence donc, de la France et de l'Arabie saoudite. Cette conférence a émis une déclaration qui s'intitule, je cite, « Déclaration sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États ». Qu'est-ce que cette déclaration? Eh bien, c'est une série de principes
qui ont déjà été approuvés par 15 États ainsi que par l'Union européenne et la Ligue arabe. Et cette déclaration, qui comprend une série de principes, est proposée pour approbation à toutes les délégations étatiques qui se rassembleront, qui seront à New York pour l'Assemblée générale de septembre 2025. Donc, ça va se passer maintenant. Donc, les présidents de cette conférence ont soumis cette déclaration à tous les États afin qu'ils se rallient à cette déclaration. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, il s'agit, je simplifie parce qu'elle est un peu longue, il s'agit de proposer finalement les termes d'un accord de paix qui devrait être négocié par Israël et la Palestine, deux acteurs dont on sait qu'ils ont des pouvoirs très variés, c'est tout à fait dissymétrique. Donc, négociation sous le regard international. Et c'est une négociation qui est avancée et qui devrait aboutir donc à retenir les principes qui sont avancés dans la déclaration. Alors, comme les États savent que la négociation est impossible en réalité au regard de la position expansionniste d'Israël, les États dans la déclaration estiment que la reconnaissance de la Palestine par les États qui n'ont pas encore reconnu pourrait lancer ce processus de négociation sous contrôle international. Alors, quels sont les principes de règlement qui sont avancés dans la déclaration de New York ? Eh bien, il y a donc, évidemment, c'est la solution à deux États, donc on envisage la création d'un État palestinien, mais d'un État palestinien qui serait soutenu sur la base des garanties qui ont été exigées de l'autorité palestinienne et qui sont rappelées dans la déclaration. De quoi s'agirait-il ? Il s'agirait donc d'un État démilitarisé, avec comme condition première le désarmement du Hamas, qui est censé, dans la déclaration, rendre ses armes à l'autorité palestinienne. Donc un État démilitarisé, avec comme premier moment le désarmement du Hamas. Un État qui serait finalement politiquement contraint, puisque des élections devraient être organisées dans le territoire palestinien après un cessez-le-feu, mais ne pourraient participer à ces élections que les partis s'alignant sur les engagements internationaux de l'OLP. Donc il s'agit de contrôler qui pourra participer, quels mouvements palestiniens pourront participer à ces élections pour qu'elles soient reconnues par la communauté internationale. Donc il y a une contrainte politique extrêmement forte également. Ce serait aussi un État économiquement contraint, puisque est avancé dans la déclaration un programme économique, je dirais, de nature globalement très libérale, qui devrait être retenu par cet État pour qu'il soit internationalement soutenu. Enfin, il est envisagé aussi dans la déclaration la disparition de l'agence de l'UNRWA, l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens, disparition de l'UNRWA dans les territoires de l'État à venir. Dès lors, nous dit-on que la question du droit au retour aura été traitée, on ne sait pas trop comment, mais dans un cadre régional. Et enfin, dernier point, je dirais, il doit s'agir, pour être soutenu, il faudrait que l'État de Palestine s'engage dans des accords de sécurité au bénéfice d'Israël. C'est en quelque sorte le prolongement de la coopération sécuritaire organisée par Oslo. Donc voilà un peu, pour résumer, les principes qui figurent dans cette déclaration de New York et auxquels tous les États sont invités par la présidence de la conférence internationale, France, Arabie Saoudite, auxquels tous les États de l'ONU sont invités à adhérer. Juridiquement, professeur Maison, est-ce que vous pensez qu'il y aura quelques résultats sur le terrain à travers ce processus de reconnaissance ou non? Déjà, je crois qu'il faut insister sur la question de savoir de quelle reconnaissance on parle finalement. Il faut déjà rappeler, je crois, que l'État de Palestine est déjà reconnu par 148 États. Et il est déjà considéré, la Palestine est déjà considérée comme un État non membre de l'ONU, et ceci depuis 2012. Donc ces reconnaissances, elles ont déjà eu lieu, ça n'a pas vraiment fait avancer la paix ou fait surtout reculer Israël. Donc ici, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la reconnaissance
par les États occidentaux qui n'ont pas encore reconnu la Palestine. C'est ça dont il est question. Mais comme on le voit dans la déclaration de New York, il ne s'agit pas véritablement de reconnaître ou de soutenir un État pleinement souverain, un État qui exprimerait logiquement, juridiquement, le droit à l'autodétermination politique et économique du peuple palestinien. Ce qu'il s'agit de soutenir, c'est une entité, c'est un État diminué, c'est une sorte d'État fantoche finalement, construit d'abord pour assurer la sécurité d'Israël et contrôler une population captive en quelque sorte. Je voudrais aussi signaler à vos auditeurs que lors de cette conférence de New York, en parallèle de la conférence de New York, les États occidentaux ont lancé ce qu'ils ont appelé un appel de New York. Donc c'est 15 États occidentaux, parmi lesquels d'ailleurs on trouve étonnamment l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande, qui ont déjà reconnu la Palestine. Donc cet appel de New York des 15 États occidentaux, eh bien, en réalité, on pourrait penser qu'il s'agit d'un appel à reconnaître la Palestine, mais en réalité, il s'agit d'un appel, c'est clairement dit, hein, d'un appel à reconnaître Israël pour les États qui n'ont pas encore reconnu Israël. Donc c'est un appel, en réalité, cet appel de New York par les 15 États occidentaux, c'est un appel à la normalisation, c'est un appel à établir, je cite, des relations normales avec Israël. Donc moi, je crois, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet article d'Orient 21, je crois qu'il faut alerter. Voilà les principes de règlement qui pourraient être adoptés à l'Assemblée générale si les États se rallient à la déclaration de New York. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça met à bas, comme je vais essayer de vous l'expliquer, ça met à bas les principes de droit qui ont été rappelés par l'Assemblée générale elle-même en septembre 2024 sur la base de l'avis historique de la Cour internationale de justice de juillet 2024. Et donc, c'est une sorte d'enterrement du droit international dit par la Cour sous couvert d'une aide à la Palestine par la reconnaissance d'un État qui en réalité serait un État complètement diminué. Et c'est aussi le déni du droit à la résistance face à l'occupation et face au génocide. Donc ça, peut-être je peux prolonger sur des réactions concernant le génocide. Dans ces textes, est-ce qu'il y avait des réactions concernant la situation actuelle qualifiée de génocide par plusieurs associations, par plusieurs chefs d'État, par plusieurs professionnels de la justice, de droit public international? Précisément, c'est ça qui frappe aussi dans ces documents de New York, c'est qu'il n'y a aucune réaction envisagée face au génocide de Gaza. D'ailleurs, dans aucun de ces deux textes, ni la déclaration à laquelle on cherche à rallier tous les États de l'ONU, ni l'appel de New York, aucun de ces textes n'emploie le mot de génocide, ni même risque de génocide, ni même se réfère aux ordonnances de la Cour internationale de justice du printemps, de l'hiver et du printemps 2024. Donc le mot de génocide a complètement disparu. Et d'ailleurs, c'est assez logique parce que il serait quand même impossible, je dirais, de ressusciter Oslo, puisque c'est ça dont il s'agit, de ressusciter les accords d'Oslo face à un État génocidaire, où il serait aussi impossible, ce qui est pourtant fait dans l'appel de New York, de condamner la lutte armée face à un génocide. Donc il faut faire disparaître le terme et les sanctions que les États sont tenus d'adopter depuis que la Cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque de génocide à Gaza, c'est-à-dire déjà en janvier 2024. Donc, dans ces textes, on n'a rien, alors même que l'Assemblée générale, comme je le disais en introduction, pourrait prendre le relais du Conseil de sécurité bloqué pour forcer, et c'est ce qui est urgent, le blocus de Gaza. Les États devraient, c'est ce qu'ils devraient faire à New York, devraient s'organiser pour imposer par la force l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. C'est une urgence absolue et il n'en est absolument pas question dans ces textes. Au contraire, dans l'appel de New York, c'est-à-dire le texte des 15 États occidentaux, la responsabilité de ce qui se déroule finalement est rapportée au 7 octobre. L'attaque du 7 octobre par les groupes armés palestiniens est de nouveau condamnée, comme d'ailleurs comme une attaque antisémite, ce qui reprend clairement le discours israélien,
tandis que dans cet appel de New York des 15 États occidentaux, eh bien, ils ne font que exprimer une vive préoccupation, je cite, hein, une vive préoccupation pour le nombre élevé de victimes civiles à Gaza, sans imputer la responsabilité de ces morts civiles à Israël. Hein. Donc, finalement, dans l'appel de New York des 15 États occidentaux, vous avez une condamnation de la lutte palestinienne et la proclamation, une sorte de proclamation de l'innocence de l'État d'Israël. Et je dirais que s'agissant de ce qui se passe en France à l'heure actuelle, c'est le nouveau discours que l'on cherche à imposer finalement, c'est que le génocide est imputable aux Palestiniens eux-mêmes. C'est la responsabilité des Palestiniens. Leur extermination est due à leur action. Hein. C'est ce qu'on entend par Oui, exemple. on a vu Fellou, ces pseudo-historiens. C'est ça. C'est le nouveau récit que l'on cherche à imposer, hein, c'est-à-dire innocenter Israël en quelque Un sorte. récit macroniste, je pense. Et imposer. C'est un récit, je pense, qui vise à soutenir la position occidentale et la position des pays arabes aussi, puisque la Ligue arabe s'est ralliée, la position qui va être tenue à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, peut-être un dernier point, moi, je m'exprime surtout en tant que, comme toute personne horrifiée par ce qui se passe à Gaza, mais surtout ici comme, je dirais, spécialiste de droit international et observatrice de ce qui a été fait en 2024. Alors, justement, il faut analyser ce qui va se passer très bientôt en septembre 2025 à l'aune de ce qui a été annoncé en septembre 2024. Et c'est vraiment ce qui frappe dans le processus de New York. Les ordonnances de la Cour internationale de justice sur le génocide ne sont pas évoquées. La résolution de l'Assemblée générale elle-même de septembre 2024 semble en quelque sorte enterrée par la déclaration de New York qui est proposée donc à l'acceptation de tous les États en septembre 2025. Je rappelle que la résolution de l'Assemblée générale de septembre 2024, du 18 septembre 2024, elle reprenait l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024 sur l'illicéité de l'occupation israélienne. Et cette résolution de l'Assemblée générale elle-même en septembre 2024, qu'est-ce qu'elle nous disait ? Eh bien, elle exigeait d'Israël le retrait du territoire palestinien occupé dans les 12 mois, c'est-à-dire en septembre 2025. Elle exigeait le démantèlement immédiat des colonies et l'évacuation des colonies immédiat. Elle exigeait la fin de l'apartheid et puis elle exigeait la réparation, l'organisation de réparation pour les dommages causés par l'occupation depuis 1967. Elle exigeait aussi de tous les États, pas seulement d'Israël, qu'ils prennent des mesures, des sortes de sanctions contre Israël afin d'imposer ce retrait, d'imposer ce démantèlement, d'imposer le démantèlement de l'apartheid et la réparation. Alors, dans la déclaration de New York de tout ça, c'était septembre 2024, la résolution de l'Assemblée générale. Or, dans la déclaration de New York qu'on cherche à faire approuver en septembre 2025, il n'est plus du tout question de sanctions contre Israël, ou il est question de sanctions contre Israël de manière très, très édulcorée, comme on peut le voir au paragraphe 32 de la résolution. Il s'agirait de sanctions contre les colons extrémistes, je cite, et les personnes participantes à la colonisation illégale. C'est vraiment très en deçà de ce qui a été dit par l'Assemblée générale en septembre 2024 sur la base de l'avis donné par la Cour internationale de justice en juillet 2024. Hein, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec ce qui avait été demandé en septembre ou exigé en septembre 2024. Donc voilà, c'est pourquoi je pense qu'il faut alerter sur ce qui risque de se passer à New York à l'Assemblée générale en septembre 2025, parce que sous couvert d'aide aux Palestiniens par la reconnaissance d'un État, c'est un programme, je dirais, qu'on pourrait qualifier un programme de soumission qui est avancé. Et c'est aussi un programme qui exonère Israël de ses responsabilités historiques dans l'occupation illicite et dans le génocide. Donc, c'est pour lire cet article pour alerter face à ce leurre de la reconnaissance et pour essayer de révéler
et de faire prendre conscience, pour ceux qui n'en auraient pas encore conscience, les peuples sont conscients du génocide en cours, mais ils doivent savoir ce qui s'annonce à New York pour essayer de s'opposer à ce que leurs États participent à ce qui pourrait être un enterrement du droit international s'agissant de la Palestine. Professeur Maison, j'aimerais bien clôturer avec vous, puisque vous êtes parmi les spécialistes aussi de droit pénal international. Hein. Est-ce que vous croyez que le processus devant la Cour pénale internationale peut amener quelque chose concernant ces crimes contre les enfants, les femmes, les vieillards palestiniens? Ben, il faut l'espérer, mais si vous voulez, la Cour pénale Devant les internationale... attaques contre la Cour qualifiée d'antisémitisme, l'harcèlement politique institutionnel dirigé par les États-Unis, les attaques personnelles contre le procureur des Nations Unies, on entend qu'il y a aussi des démarches pour nommer un autre procureur proche des Israéliens, proche des États-Unis, pour mener l'agenda politique, par exemple concernant la Russie, l'inculpation de Poutine, etc., et non fronter en parallèle Benjamin Netanyahu et tout. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, qui est quand même une institution encore plus fragile que les Nations Unies, est sous une énorme pression. C'est clair. Il est évident qu'au regard de l'ampleur des crimes commis à Gaza, on aurait dû logiquement voir de nouvelles accusations. On aurait pu envisager tout de même l'arrestation de Benjamin Netanyahou, car pour avoir un procès, il faut que les personnes soient arrêtées. Or, c'est loin d'être envisagé, enfin c'est loin d'arriver en réalité. Une fois, si jamais il pouvait être arrêté, le procès n'aurait lieu que longtemps après. Donc il ne faut pas attendre de toute façon ce processus judiciaire. Et je crois qu'en effet, la Cour pénale internationale fait l'objet de menaces, je ne crois pas, c'est évident, de menaces majeures. Si je prends la dernière lettre du président Macron au Premier ministre israélien, le président Macron parle à un ami, parle d'amitié avec Israël. Donc il est clair que les États occidentaux ne sont pas prêts à arrêter les dirigeants israéliens. Au contraire, vous voyez, dans ces déclarations, dans l'appel de New York, il y a presque un blanchiment de l'État israélien, hein, puisque les crimes ne lui sont pas imputés. À l'inverse, tout est rapporté à la responsabilité prétendue du Hamas. Il faut espérer que les mandats d'arrêt de la CPI aient quand même un effet, au moins symbolique, mais on voit même que cet effet symbolique est en train d'être atténué par les proclamations d'amitié avec un dirigeant israélien qui est, on doit le dire, qui est tout de même un grand criminel et qui participe du génocide à Gaza. Merci infiniment, professeur Maison. J'aimerais bien exprimer mon respect. Je m'incline par respect devant vous, devant votre personne, pour votre courage, pour votre dévouement, pour la justice internationale, vos efforts, votre objectivité a été même saluée par des camarades aussi, des intellectuels aussi israéliens comme Ilan Pappé, comme beaucoup de monde qui salue votre objectivité. Je vous remercie, malgré que vous n'avez pas cessé de subir de l'harcèlement, des intimidations, mais non, vous êtes... Pas vraiment. Je suis mais vous êtes attaché à votre objectivité scientifique, c'est quelque chose. Je suis protégée à l'université encore, donc ça c'est très bien, mais je crois que toutes les personnes conscientes de ce qui se passe à Gaza essayent de faire leur maximum, chacun à leur niveau, pour alerter, pour essayer de faire à leur niveau. Et je dois vous dire à vos auditeurs que j'ai un grand nombre de personnes autour de moi qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs liées immédiatement à la Palestine, mais qui sont absolument dans un état psychologique assez grave au regard de l'observation de ce qui se passe à Gaza. Donc je crois qu'il y a une colère, un traumatisme important par-delà les spécialistes de droit international. Merci infiniment, camarade professeur Raphaël Maison. Merci à vous. Et surtout, regardons ce qui se passe à New York et alertons sur les positions que vont prendre les États. J'espère. Merci infiniment. À bientôt. Merci.